On est ravis de pouvoir vous présenter les résultats de cette étude que nous avons menée sur la santé des actives en Nouvelle-Aquitaine. Et ce webinaire tient lieu de temps de remise en fait de notre rapport à la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Si ça veut bien défiler, bien sûr. Juste, on vous précise qu'on a eu des soucis techniques de micro il y a quelques minutes. Donc, vous nous signalez si vous ne nous entendez pas bien, Arnaud ou moi. Et donc, pour ce webinaire, on sera accompagné de notre collègue Géraldine, qui est en charge de l'information et de la communication au sein de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Pour repréciser effectivement comment ce rapport d'étude est arrivé, nous avons eu la chance d'avoir le soutien de la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Nouvelle-Aquitaine, Sandra Lapérouse, qui nous a confié un temps d'investigation sur la santé des femmes actives sur le territoire. Et donc, on va vous décrypter les différents secteurs d'activité dans lesquels on a mené cette étude. Et donc, on la remercie chaleureusement. Elle n'a pas pu être présente avec nous ce matin, malheureusement, mais on a voilà, régulièrement des temps d'échange et de partage avec elle sur ce rapport et avec son réseau des délégués départementales aux droits des femmes et à l'égalité. Peut-être juste on se présente rapidement, Arnaud, si tu veux. Oui, avant d'entamer les remerciements, donc Arnaud Barillet, je suis chargé de mission à l'ARAC de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, Sandrine Blanchet, je suis aussi chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. On est basés tous les deux à Poitiers et on intervient sur les actions en faveur de l'égalité femmes-hommes sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années maintenant. Donc, Concernant les remerciements, vas-y. donc, pour les remerciements, bien sûr, nous remercions chaleureusement Sandra Lapérade de la DRDFE pour son soutien à cette étude. Et puis un remerciement prioritaire pour toutes celles qui ont accepté de témoigner pour cette étude. Et vous le verrez avec des résultats qu'on pourrait qualifier de sans filtre hein, sur certaines problématiques qui pèsent sur la santé des actives en Nouvelle-Aquitaine. Et par ricochet, ça nous permet de remercier aussi tous les acteurs relais qui nous ont permis d'avoir accès à ces témoignantes. Donc, bien sûr, pour le secteur culturel, on remercie le LABA et puis plus particulièrement Sophie Guenbeau et Constance Michaud-Nancy. Pour le secteur agricole, la MSA des Charentes, par le truchement d'Aurélie Ferré et de Bruno Fartois. Pour les femmes qui évoluent dans le secteur numérique, le syndicat des professionnels du numérique, le CIRPIN, est spécifiquement incarné par Thierry Rouby. Et puis pour les profils de femmes dirigeantes d'entreprise, on remercie la structure, le réseau Biotope basé à Périgny avec Isabelle Solaire et puis Alexandre de Rive. Et puis pour la partie graphique, évidemment, notre collègue Géraldine qui a harmonisé ce rapport d'étude avec tout le matériau qu'on a pu collecter au cours de cette étude. On va vous retracer rapidement le fil et l'origine, la genèse de cette étude, puisqu'en 2020-2021, nous avons commencé à observer des constats ou tout du moins des signaux qui laissaient présager ou qui auguraient d'une dégradation de la santé en population générale, de la santé au travail en population générale, mais plus spécifiquement marquée chez les femmes. Alors, divers constats et une convergence de statistiques. On peut notamment citer voilà, ce chiffre qui a été consolidé en 2022 avec des femmes qui se disent en moins bonne santé psychologique par rapport à la période précédente et par rapport aux collègues masculins.
Donc voilà, tout ça, ça nous a incité à, bah, dans un premier temps, nous questionner autour de ces facteurs de dégradation majorés, notamment des courbes exponentielles chez les femmes vis-à-vis des courbes observées chez les hommes. Là, on peut observer sur les statistiques de la souffrance psychologique liée au travail une augmentation massive à partir de 2011 et encore plus à partir de 2015, notamment des troubles anxieux dépressifs liés au travail ou qui s'expriment en situation de travail. Si on zoome encore un peu plus, on voit que les femmes sont plus impactées et qu'au sein de la population féminine, certaines tranches d'âge sont encore plus impactées, notamment chez les jeunes femmes en activité sur la tranche des 18-24 ans. L'objectif, une fois qu'on a constaté en population générale ces données préoccupantes et cette prévalence pour la population féminine au travail, bah, c'était de comprendre en fait quelles étaient les causes structurelles, organisationnelles ou autres de cette dégradation et spécifiquement forcément sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. Euh, et évidemment avec une intention de permettre des actions de prévention qui prennent en compte les spécificités des femmes dans leur activité sur le territoire néo-aquitain. Donc, on a approché la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité en proposant cette étude. Et cette étude, elle se décompose en deux phases. Et on va vous présenter le déroulement du projet. Euh, donc, dans ce comité d'études qui a permis de réaliser ELSA, on trouve un certain nombre de partenaires, donc effectivement la DRDFE, bien sûr, la direction du travail. On trouve aussi la région, on trouve la structure 4 métiers, l'ORS, bon, la MSA, on vous les a cités tout à l'heure, le CIRPIN, le LABA. On trouve aussi le réseau Présence qui anime les services interentreprises de médecine du travail. On trouve la structure MEON France, l'ANACT, le MEDEF 17 et Cap Emploi. Donc, différents acteurs qui permettaient potentiellement d'obtenir un certain nombre de données, puisque certains sont à l'origine d'un certain nombre d'études qui compilent des informations sur la situation des femmes en lien avec le travail. Et donc, ce comité d'études a travaillé de manière à pouvoir générer une compréhension. Et il a travaillé en deux temps. Une première phase plutôt tournée vers une approche quantitative, puisqu'on avait des données d'ensemble nationales, mais qu'on avait l'intention de les marier entre elles et d'en avoir une lecture plus territoriale. Et donc, cette collecte de données a permis de lancer une première phase d'analyse, euh, de décryptage de ce qui existait et de ce qui n'existait pas aussi comme données disponibles sur la santé des femmes en Nouvelle-Aquitaine, et puis de définir aussi des hypothèses de travail. Vous le verrez, la phase quantitative nous a amené à déboucher sur une phase qualitative pour recueillir les expériences vécues concrètement et nous aider à comprendre de manière plus complète et plus satisfaisante ce qui était à l'œuvre dans le quotidien des femmes en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, eh bien, nous avons travaillé avec le comité d'études la compréhension et la restitution jusqu'au mois de juin, où nous avons présenté les premiers travaux. Donc là, on vous présente cette fois-ci l'étude complète sur 4 secteurs d'activité. Donc, peut-être pour avancer sur les travaux de ce comité d'études. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une appellation sur la représentation ou la non-représentation des organisations syndicales de salariés. On avait fait à l'époque un appel à participation. Voilà, on n'avait pas eu de réponse, mais voilà, de par notre statut paritaire,
évidemment que ça a été une des étapes pour constituer ce comité d'études. Voilà, après, et sont venus ceux qui étaient disponibles. Alors, le travail de ce comité d'études a été, dans un premier temps, de consolider les premières hypothèses sur l'explication de la dégradation majorée de la santé des femmes au travail. Alors, on s'est appuyé sur quelques premières hypothèses qu'on avait formulées, en se disant que cette dégradation était liée peut-être à l'accroissement des charges familiales, aux situations d'aidance, peut-être au renforcement de la non-mixité dans certains métiers, peut-être à l'accroissement des violences ou des propos ou des agissements sexistes ou sexuels en situation de travail. Donc, on est parti de ces trois premières hypothèses et le comité d'études a complété ces hypothèses par d'autres propositions pour éclairer ce sujet ou expliquer ce sujet. Donc, des choses qui relèvent plutôt d'un caractère sociétal avec l'explication de la liée à la baisse du pouvoir d'achat, les difficultés d'équilibre des temps de vie, la détérioration des services de proximité comme les gardes d'enfants par exemple, ou une certaine forme de déprise médicale dans certains territoires plutôt ruraux évidemment. Et puis, tout cela a été complété par des hypothèses plutôt organisationnelles ou liées directement à la conduite de l'activité de travail, avec des impacts du numérique qui pèseraient plus sur la population féminine, une invisibilisation du travail féminin qui déboucherait sur un manque de reconnaissance de la qualité de ce travail, une représentativité moindre des femmes dans les instances de décision et d'influence, et une plus faible rémunération, ainsi qu'une incertitude face à l'avenir. Donc voilà les hypothèses avec lesquelles nous sommes allés à la rencontre des femmes de plusieurs secteurs d'activité pour essayer d'expliquer cette dégradation majorée depuis 5 ans maintenant. Ce qui est important de considérer, c'est que la phase quantitative a porté des fruits qui n'étaient pas forcément ceux qu'on imaginait, puisque on a cherché un certain nombre de données et des données qui présentaient forcément des caractéristiques spécifiques. Il fallait déjà qu'elle soit traitée de manière genrée, qu'on puisse isoler la population féminine, qu'elle soit en lien avec le travail, qu'elle soit postérieure à cette phase d'inquiétude qui monte sur un certain nombre de données, donc à partir de 2022, qu'on puisse trouver des données qui soient territoriales, donc soit à l'échelon de la Nouvelle-Aquitaine, soit par département, on peut nous importer, et puis qu'elle soit aussi exploitable, c'est-à-dire qu'on puisse faire des croisements entre différentes sources de données pour avoir une compréhension plus complète de la situation de santé au travail des femmes. Et ce travail, c'est pas avéré bien simple, puisque vous avez ici un tableau, on va peut-être passer rapidement, mais tous les partenaires du comité d'études ont pu nous mettre à disposition un certain nombre de données. Et vous voyez que pour toutes les qualités que nous cherchions, de manière à pouvoir croiser les données, euh, aucune en fait des bases de données disponibles ne permettait d'avoir une lecture genrée de la santé au travail des femmes de Nouvelle-Aquitaine ou en tout cas des départements postérieure à 2022 et permettant d'éclairer les hypothèses que vous venez de parcourir avec Arnaud. Donc, je passe peut-être rapidement, sauf si tu veux rajouter un commentaire, Arnaud, sur toutes ces sources, parce que oui, il y a quand même un certain nombre de données, mais qui ne permettent pas de répondre aux questions qu'on s'est posées. C'est déjà un constat en soi de se dire que bah, finalement, sur un suivi quantitatif de la santé des femmes au travail, euh, c'est difficile d'avoir des données complètes et qui permettent justement de répondre aux questions qu'on peut se poser. Donc, c'est déjà une forme d'invisibilisation, pardon, de la santé des femmes au travail en Nouvelle-Aquitaine. On va donc rentrer dans un détail plus qualitatif
qui nous a permis de mettre en évidence des facteurs qui génèrent potentiellement cette aggravation de la santé des femmes au travail ces dernières années. Donc, ont été isolés quatre secteurs d'activité ou quatre profils d'actifs en Nouvelle-Aquitaine. Euh, L'échantillonnage a été réalisé sur la base des acteurs relais qui se sont approchés de nous pour dire oui, nous sommes intéressés par le sujet et oui, on souhaiterait mener des investigations au sein de notre filière ou des profils qui nous intéressent pour essayer de comprendre ce qui se joue dans ces différents secteurs. Il faut savoir que avant de démarrer cette phase qualitative, nous étions partis dans l'idée que les hypothèses qu'on avait formulées étaient susceptibles de concerner l'ensemble des femmes au travail. Et on va le voir que les choses se sont avérées plus complexes ou plus subtiles que ça en entrant dans le détail de chacune des activités ou des conditions d'exercice ou des conditions sociales dans lesquelles se trouvaient les professionnels de ces différents secteurs. Donc, on vous propose maintenant de rentrer sur la présentation des résultats de l'étude, en commençant par le secteur des professionnels de l'agriculture. Alors, petite précision quant à la présentation de ces résultats. On a fait le choix pour rendre le webinaire plus fluide et dynamique de ne présenter par secteur d'activité que les deux ou trois principaux constats révélés par l'étude. Sachant que ces deux ou trois principaux constats font partie d'un ensemble plus large de constats qui pèsent uniquement sur les femmes et que cet ensemble de constats qui pèsent uniquement sur les femmes pèse également, s'inscrit également dans des constats qui pèsent sur l'ensemble des populations au travail, hommes comme femmes, dans les différents secteurs d'activité. Donc, on est vraiment sur une présentation très ciblée, très restreinte, de choses qui touchent de manière majorée, spécifiquement les femmes, au sein d'un ensemble plus contraint de conditions de réalisation du travail ou de qualité de vie au travail. Donc, on vous présente pour commencer les constats concernant le secteur agricole. Et premier constat qui nous est apparu, ça concerne les conditions de travail et en particulier les équipements motorisés. Donc, pour donner un peu de corps à ce constat-là, on vous a mis quelques verbatims assez significatifs qui nous démontrent que ces équipements motorisés ne sont pas adaptés à la morphologie d'une population large, dont les femmes, avec voilà, des bras qui ne sont pas assez longs dans le tracteur, qui fait qu'il faut monter et descendre 50 fois par jour, un siège qui n'est pas adapté, qu'il faut désactiver, ou en tout cas désactiver le système de reconnaissance de présence parce que ce siège ne détecte la présence d'une personne que pour les poids supérieurs à 70 kilos. Et donc, ben, pour toutes les femmes qui ne sont pas à ce poids-là, le siège ne détecte pas sa présence. Donc, ça suppose de désactiver les bips qui signalent l'absence. Et puis, la question de comment on manie l'attelage des remorques au tracteur avec des usages qui sont des détournements de façon de faire, mais qui vont générer des hernies inguinales, par exemple. De la même manière, les outils de travail, au-delà des équipements motorisés, ne sont pas non plus configurés pour prendre en compte la population féminine qui pourtant intervient largement dans le secteur agricole.
Euh, un des constats qui nous a interpellés, c'est un outil qui est très utile pour la traçabilité des animaux, qu'est-ce qu'on appelle la pince à boucler, qui doit être utilisée avec un effort de pince, solliciter l'amplitude de la main, et que finalement, ces pinces sont tellement difficiles à utiliser, tellement demandent une force tellement importante que, elles sont difficilement utilisables par les femmes et que de toute façon, elles ne sont pas adaptées à la morphologie de la main puisqu'elles sont trop larges pour que l'appréhension puisse se faire de manière satisfaisante. C'est la même chose pour les attaches avec des fils métalliques qui blessent. C'est la même chose pour les bétaillères où il faut faire des effets de levier avec une barre de fer. Pour celles qui vont avoir à utiliser du Karcher parce qu'elles réalisent des activités périphériques, notamment de confection de fromage par exemple, eh bien, comme c'est un appareil qui crée des vibrations, eh bien, ça va pouvoir aggraver le risque d'exposition aux troubles musculo-squelettiques. Et puis, les seaux à grains qui sont revenus aussi très régulièrement, qui sont portés à la main et qui mériteraient d'être remplacés par des aides à la manutention. Cela étant, ces aides à la manutention, il faut les financer et il faut trouver aussi les aides à la manutention qui sont adaptées pour le port de seaux à grains. Ce qui est important de souligner ici, c'est que ces outils et notamment la pince pour boucler, ça revêt aussi une dimension symbolique. C'est l'accueil d'un nouveau veau dans l'élevage qu'il faut étiqueter. Et c'est aussi des pinces qui servent à faire des prélèvements de cartilage pour suivre et s'assurer de la bonne santé du troupeau. Donc ce sont des gestes professionnels fondamentaux auxquels les femmes n'ont pas accès parce que le matériel qui a été conçu est un matériel genré. Et donc pour faire face à ce matériel genré qu'elles ne peuvent pas utiliser, bah, elles ont recours soit aux voisins, soit au recrutement de personnes en intérim et elles sont vraiment empêchées dans ce geste fondamental qui est le suivi et le prendre soin du troupeau. Donc, on est un peu, vous voyez bien que ça faisait pas partie des hypothèses qu'on avait formulées au départ. On est arrivé sur le début de l'étude ELSA avec ces premiers constats qui ont été affirmés de manière massive par l'ensemble des agricultrices. Donc, on a été rapidement dans une posture d'humilité par rapport à ce qu'on pouvait apporter comme explication sur les dégradations de la santé des femmes au travail. En tout cas, c'était quelque chose qu'on n'avait pas identifié dans le scope, puisque voilà, on faisait l'hypothèse que les fabricants de matériel prenaient en compte le fait que un quart des exploitants sont des exploitantes et que 40% des éleveurs sont des éleveuses. Donc on était loin d'imaginer à quel point il y avait une forme de travail empêché lié au caractère genré du matériel proposé par les fabricants. Peut-être aussi, c'était une façon pour nous de concrétiser et d'incarner des réalités sur notre territoire, parce que parfois il peut y avoir des études nationales qui existent, mais ça peut paraître un peu distant de la réalité. Peut-être pas, on pourrait avoir l'imaginaire que ça n'existe pas forcément dans tous les territoires. Là, en l'occurrence, en Nouvelle-Aquitaine, cette réalité, elle existe et elle nous donne d'ailleurs des idées pour améliorer la condition de travail des femmes dans le secteur agricole en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, vous avez un exemple de pince à boucler et puis d'équipements motorisés. Et donc le constat, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les femmes sont en difficulté pour accéder à ces éléments, à ces équipements élémentaires pour réaliser leur activité. Si je poursuis sur la question des trajectoires, nous avons rencontré plusieurs femmes qui expliquent avoir
eu des difficultés pour arriver dans le secteur d'activité, soit venant de la famille qui, connaissant les difficultés de ce secteur d'activité en matière de conditions de travail, essayent de dissuader finalement leurs filles euh, d'accéder à cet univers-là, soit parce que eh bien, on a d'autres carrières en premier lieu et que quand on se dit que finalement on veut aller dans ce secteur-là, on reste à se confronter à des dynamiques familiales où on va essayer de nous dissuader euh, d'aller dans cet environnement. Donc vous avez quelques verbatim, soit c'est le papa qui veut pas que vous rejoigniez cet environnement-là, ce sont les grands-parents qui s'exprimaient et qui ont convaincu leurs enfants, mais finalement la petite fille a décidé d'y aller malgré tout. Parfois, ça peut être dans la fratrie. Et donc, forcément, certaines personnes ont commencé leur carrière différemment pour pouvoir rejoindre ce secteur malgré tout, puisque c'était une vocation, une attente de leur part. Ce qui est important de préciser, c'est que ce sont aussi des stéréotypes ou des choses qui perdurent. Par exemple, si une exploitante a une difficulté sur son exploitation, il y a toujours quelqu'un pour lui rappeler, bah voilà, j'aurais pas dû te vendre la ferme ou autre. Donc, ça a été difficile en termes d'accès et c'est des choses qui perdurent dans le temps. Donc, il faut rappeler peut-être en termes de méthodologie et panel d'enquête que les agricultrices qu'on a rencontrées avaient à peu près une cinquantaine d'années. Donc, elles sont arrivées dans ce métier d'agricultrice il y a déjà quelques années où le nombre d'agricultrices était encore moins élevé qu'aujourd'hui. Et donc, il fallait vraiment, elles ont été presque des pionnières, des défricheuses, où il fallait apporter la preuve qu'une femme était en capacité de réaliser ce métier. Et pour celles de l'échantillon qui n'avaient pas cette tranche d'âge-là, mais étaient plus jeunes, elles se trouvent confrontées d'ores et déjà à des situations de santé ou des situations de sexisme, etc., qui viennent compléter ce que vivent déjà les exploitantes depuis de nombreuses décennies. Euh, Ce qui amène les femmes à devoir enfin, consommer davantage en fait d'énergie pour démontrer leur légitimité dans le secteur d'activité va les amener forcément à creuser davantage dans leur santé et physique et psychique. Donc, nous avons entendu dans les propos des agricultrices, celles qui disent qu'elles estiment avoir besoin d'en faire plus pour être complètement irréprochables, celles qui disent qu'elles peuvent se sentir en situation d'imposteur, ou évidemment l'énergie psychique nécessaire pour aller contre la vie de sa famille et quand même se lancer dans ce secteur d'activité. Et puis dans le secteur agricole, évidemment, on retrouve d'autres constats qui pèsent sur ces femmes. On les a déjà un petit peu évoqués, les questions de sexisme qui sont encore très présents et qui nous laissent envisager un chemin encore assez important à mener, puisque on a encore des agissements un peu massif parfois. Les situations d'aidance qui peuvent venir alourdir la charge de ces femmes agricultrices, alors soit directement de leur famille, soit ça peut être la belle famille pour laquelle elles se positionnent en tant qu'aidantes familiales. On retrouve évidemment les questions de déprise médicale, particulièrement vraies dans les zones rurales, pour tous les suivis nécessaires à la santé féminine. La gestion de la maternité qui a encore besoin d'être soutenue de manière à ce que les détections nécessaires dans ces univers agricoles et puis les périodes de répit et de- d'arrêt de l'activité pour gérer la maternité ont besoin d'être encore soutenues. Et puis la gestion de l'exploitation avec notamment la part administrative qui est souvent l'apanage des femmes.
des questions de discrimination qui sont en lien avec le sexisme, mais notamment dans l'accès au financement de son exploitation, avec des banques qui sont très frileuses vis-à-vis des populations d'exploitantes agricoles. Évidemment, un impact de la ménopause et de la périménopause sur l'activité et particulièrement sur les travaux en extérieur et les travaux en extérieur qui peuvent être de plus en plus difficiles avec la question du réchauffement climatique. Et puis la diversification qui permet certes d'avoir parfois de la polyvalence avec des livraisons de viande dans des camions sur les marchés ou la fabrication de fromage. Mais cette diversification, elle a son revers qui est pour une bonne partie des manipulations de charges assez importantes, une extension de l'amplitude horaire, des risques routiers aussi qui sont importants et qui certes permet une meilleure santé économique et une diversification aussi des gestes, mais qui peut avoir aussi une incidence sur la santé des femmes. Petite précision, vous retrouverez au même titre que les questions de matériel et de trajectoire dans le rapport final tous ces sujets développés et agrémentés de verbatim également. Ce qui ne figure pas dans le diaporama qu'on vous présente aujourd'hui, c'est toutes les ressources, stratégies, astuces qui sont développées par les femmes pour compenser ces difficultés liées au genre. Il y en a beaucoup, c'est ce qu'on appelle la métisse, l'intelligence rusée, et vous verrez dans le rapport final toutes les choses qui sont mises en œuvre par les femmes pour rendre ces difficultés moins difficiles ou plus soutenables. Par contre, l'intérêt d'avoir mené une phase qualitative en complément des données quantitatives qu'on n'a d'ailleurs pas pu recouper, c'est que ça nous permet aussi, à partir de la réalité du travail, d'imaginer des pistes d'action. Donc, on en a soumis deux au secteur agricole et plus spécifiquement au réseau des préventeurs de la MSA. Une première piste qui consiste à travailler sur une conception des équipements et des outils de travail qui incluent le genre féminin et qui permettent donc à l'ensemble de la population agricole de pouvoir utiliser correctement et sans abîmer sa santé les équipements. Donc, on a identifié plusieurs pistes, hein, des appels à projets auprès de fabricants pour travailler sur un matériel non genré, communiquer des équipements non genrés aux exploitantes agricoles et d'ailleurs aux exploitants aussi, un label d'un équipement inclusif ou l'appui d'analyse de poste et l'appui d'un ergonome pour que les fabricants tiennent véritablement compte des conditions d'usage propre à toutes les populations qui sont dans le secteur agricole. Et puis, sur la question de l'usure professionnelle, on a imaginé plusieurs propositions aussi. Alors, est-ce que c'est un témoignage vidéo qui explique comment, en tant qu'exploitante agricole, on peut s'économiser? Est-ce que ce sont dans les formations initiales des exploitantes qui témoignent de comment soit elles ont accéléré leur usure, soit elles peuvent éviter cette accélération. Ce que l'on a remarqué dans les stratégies aussi de préservation qu'utilisent les exploitantes agricoles, c'est la création de réseaux avec de la sororité, donc généraliser ces réseaux d'agricultrices qui font soutien. Et puis, peut-être des guides qui mettent en évidence comment, techniquement, sur le plan organisationnel, sur le plan économique ou individuellement, une femme qui souhaite s'installer dans le secteur agricole peut trouver des solutions. C'était une première piste qu'on a soumise à la MSA et qui peuvent être complétées, bien évidemment, au fur et à mesure des réflexions, d'autres pistes de solutions. Qu'on peut peut-être ajouter, c'est que par exemple sur les pinces à boucler qui sont aujourd'hui genrées en termes d'utilisation, on est sur un processus de mise en relation d'un designer néo-aquitain avec la MSA et un collectif d'utilisatrices pour essayer de designer une pince qui soit moins excluante. Et puis que de cet exemple qu'on espère réussi sur la pince à boucler, on puisse communiquer sur
la possibilité et la faisabilité de concevoir des équipements inclusifs, ou en tout cas non excluants. On change de secteur d'activité? Même principe pour le secteur du numérique. On va vous présenter seulement deux à trois des principaux constats qu'on a pu mener, qui sont emblématiques dans le secteur numérique de la situation de santé et des conditions de travail des femmes. Mais c'est toujours un choix puisque viennent toujours s'ajouter les inégalités structurelles pour la population féminine et tous les constats sur l'état de santé de la population active de Nouvelle-Aquitaine. Premier constat concernant les femmes du secteur numérique, ce sont les conditions d'existence avec quelques exemples, notamment j'ai vraiment compris que j'étais une femme le jour où j'ai eu mes enfants, puisque le fait de fonder une famille et d'accéder à la maternité va avoir des incidences sur la charge mentale générale, sachant que dans les constats de fond, en France, la répartition des charges domestiques et familiales n'atteint toujours pas la pleine égalité. Mais bien sûr, ça va avoir par effet rebond des incidences sur le temps de travail et notamment la mobilisation du temps partiel pour pouvoir s'occuper des enfants. Et puis sur la possibilité d'être inclus par le biais d'éléments périphériques au temps de travail. C'est pour ça que on est dans la partie conditions d'existence et notamment le fait de ne plus pouvoir participer à ce qui fait lien dans les équipes comme les after-work. Donc vous avez d'autres exemples et puis vient s'ajouter à cela la culpabilité de ne pas réussir à être sur tous les plans. Donc soit d'être au travail mais pas assez auprès de ses enfants ou d'être auprès de ses enfants mais du coup d'être pénalisé dans son travail par cette présence auprès des enfants. Si Alors, on... pardon, Vas-y. si on analyse un petit peu le processus et puis le cercle vicieux que ça génère, les femmes qui ont un premier enfant se posent la question avec le conjoint de qui doit passer à 80% ou qui peut passer à 80%. Comme il y a déjà des inégalités de salaire préexistantes, le calcul est assez rapidement fait, donc c'est la femme qui va passer à 80%. Ce passage à 80% induit beaucoup de choses dans le secteur du numérique, notamment en termes de contact et de relations avec des grands comptes, avec ce que ça peut impliquer parfois de déplacements à l'autre bout de la France parce qu'on est sur des projets à l'échelle nationale. Donc ça veut dire que en termes de progression de carrière, il y a un arrêt très net et qui nous a été signifié à partir du premier enfant, où on a moins de projets intéressants, moins de projets d'ampleur, et donc l'absence de projets d'ampleur ne permet plus d'argumenter lors des entretiens individuels une progression de carrière, contrairement aux collègues masculins qui sont restés à 100%. Et donc, il y a une stagnation, voire une régression, où les femmes restent un peu sur le quai de la gare en voyant ces messieurs continuer leur progression professionnelle, des fois de manière exponentielle, parce que il ne leur reste vraiment plus que les projets très d'ampleur ou très importants aux yeux de l'entreprise sur lesquels il faut être mobilisé à 100%. Donc voilà comment on l'a représenté un peu graphiquement, mais ça traduit vraiment le ressenti des femmes par rapport à leur progression de carrière dans ce secteur du numérique. Donc un essoufflement de la motivation, voire un renoncement, et puis de réelles questions autour de comment mon travail est évalué, comment je peux progresser dans ce contexte-là. En termes de conditions de travail, il y a aussi des sentiments d'illégitimité ou en tout cas un questionnement sur, puisque c'est un secteur qui manque de mixité, des effectifs.
Est-ce que je me sens légitime, sachant que quand les groupes projets se déroulent, effectivement, les conversations ont lieu plutôt entre hommes, que les conversations, parfois dans un environnement non mixte, entre hommes, associent moins les femmes, y compris des conversations informelles. Et donc, ça va pouvoir générer parfois un syndrome de l'imposteur qui supposerait qu'on n'a pas son mot à dire dans la gestion d'un projet parce qu'on est sur des tâches moins stratégiques et que quand bien même on verrait que le projet dérive et qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement maîtrisées, on n'ose pas le dire et que le projet dérive concrètement, mais que c'est seulement à la fin que les collègues disent: ah bah oui, oui, ça, c'était pas du tout au rendez-vous, on n'a pas géré le projet de manière satisfaisante à ce moment-là. Et la personne qui témoigne dit: bah, moi, j'ai pas osé l'exprimer à temps pour éviter que le projet se déroule comme ça. Donc, Donc, pour finalement, préciser, c'est que à l'échelle globale du secteur, on est sur un taux de féminisation d'à peu près 30%. Mais il faut être vigilant, c'est pas, enfin, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, puisque on va retrouver ces 30% souvent sur des fonctions support et très peu sur les métiers du code ou postes de management. Donc, il y a aussi un détail assez fin à préciser derrière ces statistiques assez générales liées à la mixité dans ce secteur d'activité, sachant que ça va rester à confirmer par des statistiques, mais quand on regarde la féminisation dans les parcours de formation de ces métiers, elle a tendance à s'éroder. Donc là où il y avait quelques jeunes femmes encore dans les cursus de formation il y a quelques années, aujourd'hui on a des promotions avec zéro jeune fille. et puis cette intégration dans les parcours de formation, on a certaines personnes qui nous ont dit qu'en allant dans des salons ou dans des journées portes ouvertes, le constat d'une absence totale de mixité leur a fait faire demi-tour. Pour celles qui n'ont pas fait demi-tour, elles ont pu aussi être exposées à du sexisme ou à des agressions dès leurs études. Donc elles arrivent déjà sur le marché du travail avec une consommation de leurs ressources sur la possibilité de s'intégrer en toute sécurité dans cet environnement professionnel qui peut avoir une incidence sur la légitimité perçue. Et donc, bah, on reprend les autres constats qui pèsent sur les femmes dans ce secteur. Donc, on l'a un petit peu évoqué déjà tout à l'heure, cette ambiance un peu club de garçons qui s'exprime dans les intitulés de poste, dans les conversations. Euh, le bénéfice que propose le télétravail pour les femmes qui ont des menstruations, ou en tout cas des- des difficultés de santé en lien avec leur cycle gynécologique, a un revers, c'est une sorte d'invisibilisation finalement de ces inégalités de santé. Euh, L'entre-soi dans les formations va pouvoir perdurer dans les stéréotypes au travail. Et puis, bah, effectivement, des femmes qui vont être plus à la maintenance, à des tâches plus répétitives, moins stimulantes que les hommes qui vont être sur des activités de développement. De la même manière que pour le secteur agricole, nous avons formulé un certain nombre d'hypothèses pour agir sur le territoire. Alors, à l'instar d'une étude qui a déjà été menée dans le secteur de l'hôtellerie restauration, où il y avait un turnover très important, ça pourrait être intéressant de comprendre les causes de départ de la population féminine du secteur numérique parce que ça nous indique aussi ce qu'il faudrait éviter de reproduire dans les conditions de travail proposées à ces personnes pour conserver ce début de mixité qui commence à exister, mais qui est encore insuffisant dans ce secteur-là. Bien évidemment, la formation des managers sur la prise en compte de la diversité des publics, que ce soit en question de genre, mais d'une manière plus générale, tous les facteurs de diversité euh, toutes les questions de comment traiter sur le plan organisationnel la réduction des inégalités seraient intéressantes.
Des actions qu'on a intitulées dans le passé promotion compétente, qui visent à questionner notamment les biais de nos processus RH dans certaines entreprises qui peuvent parfois renforcer les inégalités, et puis des actions de communication dans les cursus. Et quelque chose qui pourrait être un soutien complémentaire à ce secteur d'activité, c'est la question du dialogue social et d'une professionnalisation en fait et d'une culture de ce dialogue social qui a été très peu évoquée par les personnes que nous avons rencontrées, pourtant dans des entreprises qui présentaient des instances euh, telles que le Code du travail les nécessite. Et sur la partie numérique, tous ces travaux, ces constats, il faut le souligner, alimentent le contrat régional de filière numérique jeux vidéo animé par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ces constats sont d'ores et déjà un soutien à la construction de pistes d'action ou de propositions de solutions. On vous propose maintenant de parcourir la condition féminine dans les activités du secteur culturel, de l'art, de l'artisanat d'art. Donc, on va peut-être pas redécrypter la façon dont on a choisi de présenter les données, mais on a forcément fait un choix de constats qui nous paraissaient les plus distinctifs et significatifs, et bien d'autres constats seront présents dans le rapport global. Euh, Dans ce secteur d'activité, pour une partie des femmes que nous avons entendues, le corps et la créativité sont les outils de travail. Donc forcément, la gestion de la santé est conditionnée par ces éléments très significatifs. Donc vous avez quelques verbatims qui vous disent que pour tenir en avançant dans la carrière, eh bien, la médicamentation est indispensable, que pour soutenir des phases de burn-out, on peut se rapprocher d'associations de femmes, mais qu'une partie était déjà en arrêt dans ces associations, que pour limiter la pénibilité et trouver des espaces-temps pour ressourcer sa santé, les repères temporels ou qu'est-ce qui fait les lieux de travail et pas lieux de travail dans ce secteur d'activité, c'est beaucoup plus difficile puisque on est sur des horaires étendus, sur des activités parfois à connotation festive, dans des salles de spectacle, etc. Que parfois, quand il s'agit de gérer sa grossesse, on trouve des moyens comme on peut et on choisit en tant que professeur de danse d'ajuster les gestes, mais quand même d'enseigner avec un ventre assez proéminent. Et puis qu'en complément de la partie création, parfois on est amené à donner des cours en complément, mais que ça vient chercher aussi dans le capital santé dont on dispose. Donc, le corps, pour une partie des personnes que nous avons rencontrées, est un outil de travail et ça va générer forcément une forme de ce qu'on appelle de l'anxiété anticipatoire, c'est-à-dire un corps qui va réussir à durer dans le temps pour que toute la carrière puisse se dérouler, mais aussi un corps qui permet d'accéder à des prestations parce qu'il est suffisamment plaisant et un corps qui sera soigné, entretenu, guéri le plus possible par les diverses actions qu'on va pouvoir mener sur la prise d'anti-inflammatoires, etc., comme on l'a déjà vu précédemment. Là, on retrouve des choses ici qui sont communs souvent au profil des dirigeantes, puisque les personnes qu'on a rencontrées peuvent être directrices de structures du secteur culturel avec ce que ça impose comme charge de travail, ou peuvent être aussi responsables de compagnie, parce que être artiste aujourd'hui, pour se produire, ça suppose de se constituer en association pour vendre ses prestations ou ses spectacles. Donc, se rajoute
à l'activité de création et l'activité de représentation, toute la gestion d'une petite entreprise, ce qui pèse largement en termes de charge de travail et de santé. Ce qu'il faut préciser aussi et qui est commun au profil des directions, c'est que ce sont des personnes assez peu suivies par les services de santé au travail. Donc, elles ne font pas forcément le lien entre des affections de type troubles musculo-squelettiques et la pratique d'un métier, que ce soit la danse ou de l'artisanat d'art qui va beaucoup mobiliser le corps et les membres supérieurs en particulier. Donc ce lien n'est pas forcément établi. Donc un lien qui n'est pas établi, ça veut dire pas forcément de mesures de prévention, ni primaire, ni secondaire, ni tertiaire, pour alléger l'impact de ce geste d'activité professionnelle sur le corps. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces métiers du spectacle, de la nuit, de la tournée, ça pose beaucoup de difficultés pour les mamans qu'on a pu rencontrer en entretien et dont certaines nous disent que finalement, le fait d'être célibataire et d'être en garde alternée, c'est pas si mal que ça, parce que au moins je sais qu'une semaine sur deux, je peux me consacrer à aller en représentation, faire des spectacles, faire du réseau aussi, parce que c'est beaucoup un métier de réseau. Donc une semaine sur deux, je sais que je peux me consacrer uniquement à mon activité professionnelle. Donc elles y trouvent leur compte dans cette situation un peu délicate. Voilà, on a entendu beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur ce secteur qui est euh, certainement prioritaire en termes de santé des femmes au travail. Alors, c'est un secteur qui a fait parler de lui sur la mise en visibilité du sexisme plus que du sexisme, du harcèlement ou des agressions. Pour autant, il en reste et il y a très clairement des stratégies d'adaptation, une conscience que certaines choses se déroulent de certaines façons quand on est une femme dans ce secteur d'activité. Euh, Arnaud l'a dit, il y a la charge mentale liée au statut d'artiste, d'entrepreneuse et de mère. Et pour revenir sur ce que tu disais sur ces semaines de garde alternée, ça va avoir aussi une incidence sur la gestion du rythme de travail, puisqu'on va avoir tendance à remplir au maximum les semaines où on est solo d'activité professionnelle, avec donc des ruptures de rythme entre les différentes semaines. Bien sûr, il y a toute la précarité et l'incertitude liée à l'intermittence, au contrat court et au financement du secteur culturel qui pèse sur les femmes et sur les situations de monoparentalité. Et puis, il reste là aussi un peu à l'identique de ce qu'on a pu entendre dans le secteur agricole, des montants alloués à la création, en tout cas des modalités de financement qui continuent à faire perdurer certaines inégalités ou renforcer les inégalités de salaire déjà existantes. Sachant que les inégalités de salaire dans ce secteur spécifiquement se creusent puisque l'écart de salaire en 2020 était de 12% et en 2022 il était de 16%. Donc on a un secteur d'activité où les inégalités de salaire se creusent. Là encore, quelques pistes d'action qui sont partagées avec le secteur culturel. Donc l'idée de sensibiliser pour répondre à ce que disait Arnaud, c'est-à-dire une connexion qui ne s'établit pas forcément entre comment fonctionne notre corps, notre cerveau et le travail. Donc l'idée, c'est d'insérer dans les cursus dédiés au secteur culturel ces apports de repères sur le facteur humain, l'égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail.
renforcer le suivi par les services interentreprises de médecine du travail, notamment pour les travailleurs non salariés, puisqu'il y en a une bonne partie qui relèvent de ce statut dans le secteur culturel. Renforcer le dialogue social qui permettrait de générer des, euh, des conditions collectives dans ce secteur d'activité, même s'il y a déjà des instances, mais qui pourraient être soutenues davantage. Et puis, investiguer aussi la question de la polyactivité, euh, qui pourrait être un éventuel facteur d'accroissement des difficultés pour les femmes, puisque, vous l'avez vu sur certains verbatim, elles peuvent, pour assurer une sécurité économique, s'engager dans des activités multiples, mais que cette multiplicité, à la fois en termes de sollicitation éventuellement physique, mais aussi de complexité, de mixer différents univers, différents emplois, etc., vient alourdir potentiellement la charge mentale. On termine avec le secteur des populations de femmes dirigeantes. Euh, Toujours un ou deux constats principaux parmi l'ensemble des constats d'inégalité structurelle et les constats pesant sur les populations de dirigeants et dirigeantes d'une manière générale. C'est pas le bon intitulé, excusez-moi. Donc, chez les femmes dirigeantes, on a la question de la légitimité, comme on a pu la rencontrer dans le secteur agricole. D'ailleurs, dans le secteur agricole, une partie des femmes rencontrées étaient aussi responsables de l'exploitation. Euh, et il y a des personnes qui expliquent qu'elles vont en faire plus pour réussir à asseoir leur légitimité. Donc, moi, j'ai un côté bon élève, j'essaie d'être réactive, j'essaye de participer à beaucoup de choses quand on me sollicite, ce qui augmente ma charge. Parfois des représentations autour de la rigueur, du sérieux et du coup de l'exigence qu'on fait porter aussi dans l'éducation auprès de ces enfants. Euh, Même si cette rigueur et ce sérieux peuvent être débattus, malgré tout, ça reste une représentation que les femmes portent dans le secteur d'activité, de la direction d'un établissement. On rencontre aussi des questions de santé mentale et cognitive altérées de manière assez significative. Donc, vous avez quelques verbatim qui vous indiquent que ça n'est pas possible d'avoir un état finalement serein, stable. Ça va être très variable, ce que la personne appelle les montagnes russes. Et puis avec, eh bien, puisqu'on a cette posture de direction qui doit tenir auprès de son équipe, assurer un guidage, etc., l'idée d'être forte envers et contre tout, y compris lorsqu'on rencontre la médecine du travail, où on ne va pas forcément exprimer les difficultés réelles qu'on peut rencontrer. Euh, Il y a des personnes aussi qui disent que elles ne viennent pas trop se livrer, elles ne vont pas se livrer parce qu'elles ont autour d'elles des homologues femmes, mais que par contre, elles écoutent les hommes qui viennent leur expliquer les difficultés et que bah, elles prennent aussi cette charge d'écoute de la population masculine en complément des difficultés qu'elles ont à gérer elles-mêmes. Et puis des personnes qui ont une vague connaissance de ce que ça peut devenir un surinvestissement dans son activité, qui en ont très très peur et qui voilà, ont rencontré des personnes qui savent que ça peut exister et qui redoutent en fait ce moment-là en ayant quand même une sorte de conscience euh, d'une potentialité qui peut les concerner. Donc, au-delà des sujets de santé mentale sur le versant qu'on peut appeler psychosocial, elles nous ont à peu près toutes témoigné de difficultés sur la santé mentale, sur le versant cognitif, notamment lié au traitement et à la surcharge de données à traiter.
mais aussi au caractère multicanal des données qui peuvent parvenir avec le téléphone, l'ordinateur, les mails, les messageries instantanées, etc. Donc, on a des choses qui nous ont été remontées du type la quantité pense, cette année, je vais essayer de déconnecter. Je dis ça tous les ans. J'essaye de rentrer pour 19 heures. On mange et je réouvre l'ordi. Donc, il y a une forme de travail sans fin et de traitement des données en permanence qui pèse beaucoup sur la charge mentale des femmes. Charge mentale qui vient se rajouter à une charge déjà importantes liées à la gestion domestique. Sont à la fois des dirigeantes de leur maison et dirigeantes de leur entreprise. Donc, les deux cumulés, ça génère une charge cognitive qui nous a été unanimement remontée comme posant des soucis de santé très prégnants. Euh, bon, vous avez quelques éléments un peu plus détaillés sur la charge cognitive avec euh, tout ce qu'on appelle le technostress, la qualité de la prise de décision, les impacts sur les équipes avec parfois des temps perdus, des mauvaises décisions, des difficultés de priorisation. Et puis, à la fois, c'est un soutien dans l'organisation globale de leur vie, travailler de manière asynchrone, c'est-à-dire réouvrir l'ordi quand tout le monde est couché, c'est une solution, mais qui empêche la déconnexion totale et donc la recharge attentionnelle du cerveau. Et donc, ça a des incidences, certes, dans le quotidien, mais aussi pendant les vacances. Et puis, ça vient ajouter à la culpabilité de se dire, j'arrive pas à déconnecter complètement. Et le travail reste quand même encore très présent le, dans mon quotidien. Et je ne peux pas profiter pleinement de ces temps qui sont censés être des temps de répit et de recharge. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que ce sont des solutions personnelles que trouvent les dirigeantes qu'on a rencontrées, parce que les ressources organisationnelles ne sont peut-être pas suffisamment visibles, ne sont pas imaginées ou connues, et que donc tout l'effort repose sur une forme de discipline personnelle que ces dirigeantes pourraient mettre en place. À cela s'ajoute cette question de l'équilibre des temps de vie. On a cette notion de est-ce que je peux voir mes enfants et en profiter autant que voir mes collaborateurs? Est-ce que je peux avoir du soutien de la part de structures comme le CJD ou un coach? Avec beaucoup de verbatim sur j'essaye de faire au maximum quelque chose de bien aussi pour ma famille. Et puis avec des réalités assez contrastées sur comment on va gérer ces différents temps, puisque pour certaines, le post-it mélange la réparation de la chaudière avec le rappel du fournisseur et le rendez-vous médical pour sa fille. Et pour d'autres, tout est compartimenté, c'est-à-dire qu'il est hors de question de mettre sur le même post-it la réparation de la chaudière à la maison et le rappel du fournisseur. Mais du coup, comme tout est compartimenté dans les post-it, dans les agendas, c'est aussi tout compartimenté dans la tête. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la stratégie choisie, elle ne génère pas forcément un soulagement ou un sentiment de non-culpabilité. Ça reste compliqué que l'on considère la vie comme un bloc ou comme des compartiments les uns à côté des autres. Alors, tout ça va nous inviter à réfléchir à des pistes d'action. Bien sûr, ça reste à consolider. Et puis, voilà, c'est pas des sujets évidents parce que c'est des personnes qui sont
peut constituer en collectif. Donc, comment intervenir sur un registre organisationnel sein de chaque structure pour proposer des solutions, c'est pas évident, mais malgré tout, il y a de notre point de vue pas mal de choses à faire sur déjà un programme d'évaluation de la charge numérique pour que chacun, comme lorsqu'on a des TMS, puisse faire un point sur là où il en est de sa charge numérique et puis de comment elle altère ou pas la santé cognitive. Peut-être des travaux pour identifier comment les nouvelles technologies pourraient servir à, non pas alourdir, mais alléger ou optimiser la charge de travail. Peut-être constituer des réseaux de dirigeantes pour comprendre et puis essayer d'améliorer collectivement, trouver des astuces pour promouvoir des pratiques professionnelles plus vertueuses, sachant que ce sont des choses qui sont à la fois très liées à des individus, à la manière de gérer le numérique, le rapport qu'on a aux outils et aux messageries. Et en même temps, il y a, parce que on l'a vu dans notre échantillon, il y a des femmes qui ont témoigné qui appartiennent à des grands groupes. Et il y a peut-être le fait de pouvoir sensibiliser les grandes entreprises sur la gestion de la charge numérique globalement des dirigeants de leurs différents établissements à travers la France. Donc, il y a un sujet, en tout cas, pour nous de ce côté-là. Et donc, on arrive au terme de la présentation donc des 4 secteurs d'activité qu'on a pu étudier en écoutant le récit de la réalité de toutes ces femmes de Nouvelle-Aquitaine. Donc, en guise de conclusion, on va dire provisoire pour l'instant, on va vous dire pourquoi. Ce que l'on a constaté, c'est que, vous l'avez compris, dès le secteur agricole, on avait formulé un certain nombre d'hypothèses et que finalement, le travail d'investigation qualitative qu'on a mené ne nous a pas permis de valider ou invalider les mêmes hypothèses en fonction des secteurs d'activité. Ça veut dire que ce qui est important pour ajuster des solutions pour les femmes d'un territoire et d'un secteur, c'est qu'il va falloir prendre en compte la réalité de ce secteur bien spécifiquement, sinon on passera à côté d'une partie des solutions. Et de la même façon, la même cause, c'est-à-dire être une femme, ne génère pas systématiquement les mêmes problèmes en fonction des secteurs. Donc, c'est dans les deux sens qu'on peut se dire que la question de l'analyse fine des conditions réelles par secteur, par territoire, est importante. Deuxième élément de conclusion, euh, qui nous paraissait important, c'est pour lutter à un échelon stratégique contre les inégalités. Eh bien, vous l'avez vu dans les différentes restitutions, la question des trajectoires professionnelles est une dimension importante. La compréhension des drivers propres à chaque secteur, on l'a déjà dit, est déterminante et que cette compréhension des drivers propres à chaque secteur génère des plans d'action spécifiques qui viennent en complément de plans d'action sur des facteurs communs d'inégalité, puisque nous ne vous avons présenté que des constats spécifiques à ces secteurs-là, mais qu'il y a bien sûr des éléments transverses qui existent dans tous les secteurs et qu'ils peuvent générer des plans d'action également plus généraux. Et puis peut-être aussi se dire que là où on générera des plans d'action en faveur de la population féminine, il est fort probable que ces améliorations bénéficient à d'autres populations. Et si on reprend l'exemple de la pince à boucler, de toute façon, ça n'est pas bon pour la main, que ce soit la main d'un homme ou d'une femme, de faire un exercice de force trop important avec des angles articulaires excessifs. Donc, ce qui vaudra comme amélioration pour les femmes, parce qu'elles, déjà, elles pourront s'en servir, vaudrait aussi comme amélioration pour la population masculine. Et cet élément, il est transposable à beaucoup d'autres sujets. C'est le cas pour les dirigeants également.
Tu veux ajouter quelque chose, Arnaud? Non, simplement pour illustrer la nécessité d'une approche qualitative pour mieux comprendre les trajectoires professionnelles. On a eu l'exemple dans le secteur du numérique où des personnes qui travaillaient par exemple dans l'industrie ou l'agroalimentaire sont venues travailler dans le secteur du numérique pour soit être moins exposées à des situations de sexisme parce qu'elles avaient comme représentation du secteur numérique quelque chose d'un peu plus policé que dans les secteurs ou les entreprises en tout cas où elles évoluaient. Et puis, il y en a qui sont venus dans le secteur du numérique parce que conscientes que le télétravail y est possible, ça leur permettait de gérer soit des situations de SOPK ou d'endométriose, par exemple, en ayant la possibilité de rester à la maison. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément percevoir par le biais d'enquêtes qualitatives. Mais ces stratégies et ces parcours de vie, on ne peut les comprendre que, en allant à la rencontre des personnes qui évoluent dans les différents secteurs d'activité. Sur des facteurs communs qui pourraient être intéressants aussi à investiguer, il y a cette porosité en fait, ou cette frontière plus ou moins souple entre la sphère professionnelle et les autres sphères de vie qui pourrait aussi être questionnée puisque c'est probablement une réalité pour bien d'autres secteurs d'activité. Et c'est aussi une réalité, cette porosité des sphères de vie qui s'est manifestée à l'ensemble de la population générale post-pandémie. Donc travailler sur cette question des frontières ou de comment on considère la femme dans sa globalité avec son corps au travail, son corps et sa santé gynécologique et toutes les spécificités qui la caractérisent pourra bénéficier à d'autres populations sur ces questionnements de comment prendre en charge la porosité des sphères de vie. Et ce qu'on peut dire, c'est que là où les éléments quantitatifs ne nous ont pas permis de beaucoup avancer en l'état actuel des données disponibles, on le voit avec une approche qualitative et sectorielle, des éléments qui sont confirmés ou qui confirment ou qui expliquent la dégradation majorée des femmes dans ces secteurs et qui proposent des pistes d'action. Donc, autant on a eu une forte déception sur la partie quantitative, autant on voit que proposer ce type d'approche, ça permet de à la fois avoir une compréhension plus fine et de proposer des solutions ad hoc. Et puis, ce qui nous a aussi marqué dans les échanges qu'on a eus avec toutes ces femmes qui ont accepté de discuter avec nous, c'est parfois le fait de poser une question sur l'incidence de leur santé gynécologique sur leur travail ou voilà, de les questionner finalement sur leurs conditions de réalisation du travail, qui les amène elles-mêmes à faire des liens qu'elles ne faisaient pas spontanément et avec une grande ouverture et franchise, même si spontanément, elles n'évoquent jamais la spécificité du corps féminin dès que la porte en fait s'ouvre, elles ont une capacité à refaire ces liens ou à les faire une première fois, qui montre bien que cette invisibilisation, elle peut être déconstruite par un échange avec ces personnes-là, mais qu'elle a besoin aussi d'être déconstruite sur un plan plus structurel et organisationnel, bien évidemment. Pour vous donner un peu de perspective sur la suite de cette étude ELSA, eh bien, le rapport final, le webinaire d'aujourd'hui tient lieu de modalités de remise et ce rapport sera accessible prochainement sur notre site Aracte Nouvelle-Aquitaine. Nous en avons déjà fait et nous allons continuer les restitutions par secteur d'activité. Et là, je laisserai peut-être Arnaud s'exprimer sur les autres secteurs qui arrivent. Euh,
il nous paraîtrait important pour visibiliser la santé des femmes et pour agir sur la prévalence d'une altération dans cette population, de peut-être mener malgré tout une enquête quantitative et de structurer une étude qui permette de croiser les données que jusqu'alors nous n'avons pas réussi à croiser en Nouvelle-Aquitaine. Et puis évidemment, on a choisi quatre secteurs, mais aussi on a pu profiter de la dynamique de certains acteurs relais sur les quatre secteurs qu'on vous a présentés. Malgré tout, d'autres secteurs mériteraient des investigations qualitatives. On en a identifié quelques-uns, le secteur du sport, du soin, de l'industrie, de la restauration et les points de suspension, parce qu'il peut y en avoir d'autres également. Voilà, nous arrivons au bout de notre présentation. Il reste quelques minutes. S'il y a des questions, bien sûr, on se tient disponible pour y répondre, que ce soit sur les aspects méthodologiques ou sur les suites d'ailleurs. Alors ça peut être par le biais du chat ou en direct. En tout cas, pour la suite, s'il y en a une, ce qu'on souhaite vivement, évidemment, on espère travailler avec des partenaires aussi réactifs que les personnes qu'on a pu côtoyer, parce que les acteurs relais, que ce soit sur le secteur numérique, agricole, dirigeante, ont une capacité à mobiliser des femmes qui ont souhaité s'exprimer avec une rapidité incroyable. Donc, en l'espace de 2 jours, on avait notre panel constitué. Euh, on a été très, très agréablement surpris par cette réactivité. Oui, je vois de la part de Julia Morel, pas forcément de surprise, mais par contre, ce qui nous paraît important, c'est de visibiliser territorialement ces éléments, que ça ne reste pas voilà, des études nationales faites par un enseignant-chercheur à Paris, peut-être, pour dire sur notre territoire, concrètement, ça existe et il y a des choses à mettre en visibilité pour mobiliser des décisions sectorielles, voilà, des décisions propres à différents niveaux d'organisation. Ça me paraît aussi important de redire parce qu'il y a aussi des données plus inquiétantes ces dernières années que précédemment. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je suis moi dans le secteur culturel et je voulais juste préciser quelque chose qui avait été dit sur le burn-out. C'est-à-dire que dans l'association, je fais partie des personnes qui avaient été voir cette association et je disais juste que la plupart des femmes que j'avais rencontrées dans cette association étaient en arrêt, euh, mais elles n'étaient pas dans le secteur culturel. Et que l'arrêt est très compliqué pour quelqu'un qui est dans le secteur culturel. C'est ça que je voulais préciser parce que effectivement, il y avait beaucoup de femmes et qui, elles, dans le cadre de leur fonction, avaient pu bénéficier, enfin en tout cas pouvaient avoir une rémunération après, pendant ce temps de pause, et que ben, dans le secteur culturel, c'est un peu plus compliqué quand on est intermittent du spectacle. C'est juste ça. Quand je dis que je ne pouvais pas, je ne pouvais pas en raison des choses qui ne sont pas mises en place par rapport aux artistes et leur rémunération. Donc voilà, une impossibilité, quasi-impossibilité de s'arrêter quand on n'est pas, on n'a pas de conjoint ou de personnes qui peuvent prendre le relais au niveau financier. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant et passionnant. Merci. Merci à Merci vous. beaucoup. Et puis pour compléter, il y a peut-être des choses qui semblent pas possibles ou impossibles aujourd'hui
et pourtant, il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place. Je pense notamment à une autre population qui doit être présente pour faire tourner l'activité, c'est la population des agricultrices. Et on voit qu'il y a des dispositifs mis en place par la MSA qui permettent aux femmes, aux exploitantes agricoles enceintes, une prise en charge et un relais pour assurer le suivi de l'exploitation. Donc, ce qui n'était pas envisageable ou possible il y a peut-être 10 ans, il y a des dispositifs aujourd'hui qui se mettent en place. Donc, il faut peut-être réfléchir aussi dans le secteur culturel à des systèmes à l'avenir pour une compensation, pour éviter que les personnes, et les femmes en particulier qui sont en difficulté, n'arrivent pas à un point de burn-out et d'arrêt total, et de prévenir ce genre de choses. Donc voilà, et l'étude ELSA est là pour ça aussi, pour soulever tous ces sujets, et puis peut-être alerter aussi les pouvoirs publics sur certaines difficultés de conciliation de la vie de femmes et de dirigeantes, entrepreneuses, indépendantes, etc. Il y avait une question sur où sera entreposé le rapport final. Alors, je parle sous couvert de notre collègue Géraldine, mais je pense qu'il sera sur le site de la RAC de Nouvelle-Aquitaine et peut-être sur le site de la préfecture, la DRDFE. Ça, je ne sais pas si Sandra Lapéra pourra le déposer. Et peut-être adressé aussi avec le replay à l'ensemble des participants et des inscrits à à ce webinaire. Merci à vous de nous avoir rejoints pour cette restitution finale de cette fameuse étude sur la santé des actives, ELSA. Encore merci à toutes les participantes de la phase qualitative. On a été très touchés de leur sincérité, leur transparence et de l'énergie aussi engagée pour mener leurs activités. Et puis merci à toutes les personnes qui ont soutenu en fait, cette étude sur l'année 2025. Arnaud, je te laisse le mot de la fin. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.